Bonjour Laurence. Bonjour Gaëlle. Laurence, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau cycle d'investigation lancé par l'équipe Griffasie Academy. Mhm. Donc le protocole numéro 73. Comment se déroulent les cycles d'investigation? Donc en deux parties. Première partie, je vais simplement te lire un ensemble de questions. Mm. Deuxième partie, on ira revenir sur certaines informations que tu m'auras données, puis on ira creuser un petit peu. Pas de problème. Parfait. Donc quand tu es prête, on y va. Je Prends le suis temps de prête. t'installer. Et je vais compter de 10 à 1. Ferme tes yeux et prends une profonde inspiration. Je vais compter de 10 à 1 et à mesure que je compte, tu vas naturellement te relâcher, te relaxer, relâcher le corps et l'esprit et arriver dans cet état parfait pour toi pour aller explorer ce cycle d'investigation. Tu peux prendre une autre profonde inspiration. Et profonde expiration. 10. Laisse ton corps se relâcher, se relaxer, comme si tu sentais les muscles de ton corps un à un qui se laissent tranquillement porter par cet état parfait pour toi. 9. Ressens ton corps qui devient naturellement plus lourd à mesure que tes muscles se relâchent et en même temps plus léger à mesure que ton esprit se tranquillise, comme si tu pouvais faire le vide à l'intérieur. 8. De plus en plus tranquillement, tu te laisses porter et tu peux en profiter pour laisser tes énergies s'harmoniser naturellement. Pas besoin d'y réfléchir, laisse-les harmoniser une à une, tranquillement, tout comme ton corps se relâche et se relaxe tranquillement. C'est de plus en plus tranquille, agréablement bien dans tes énergies. 6. Ton esprit devient naturellement plus léger, tu te sens légère, agréablement bien, en harmonie dans tes énergies. 5. 4. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Laurence? Bien. Tu te sens bien? Prête? Ok. Je vais compter de 1 à 3. Quand j'arriverai à 3, tu seras dans cet état parfait pour répondre aux premières questions de ce cycle d'investigation. 1, 2, 3. Première question, Laurence. L'éther est-il capable de mémoriser en permanence toutes les pensées et actions produites dans n'importe quel espace-temps? Oui. Que perçois-tu ou vois-tu à ce sujet?
que chaque particule atomique ou subatomique constitue une parcelle d'information qui est concentrée partout. Mhm. Tu veux ajouter autre chose? Et que chacune de ces particules, de ces atomes, est reliée également à ce grand champ unifié qui concentre toute l'information universelle. Mhm. Sous quelle forme ces informations sont contenues? Sous forme numérique. Euh, c'est un grand réseau informationnel numérique en fait. Chaque particule, chaque atome, chaque élément contient de l'information et chaque information est reliée entre elles, donc et également reliée au grand tout. Mhm. Prochaine question. Perçois-tu ou visualises-tu des termes ou des symboles qui représentent le contenu de ces informations présentes dans l'éther? Des termes ou des symboles. Mhm. Qu'est-ce qui te vient spontanément? Énergie. Mhm. Énergie du vide. En fait, tout ce à quoi nous n'avons pas accès, qui constitue l'invisible, euh, c'est de l'énergie du vide qui contient également toutes les informations de l'univers. Mhm. Mais au niveau des symboles, moi je vois des chiffres. Mhm. Ok. La, L'information, en fait, elle est contenue, enfin, ce sont des chiffres qui se mélangent, qui se, qui se mélangent entre eux, et qui produisent des séquences différentes, mais qui chacune ont un sens et qui signifient quelque chose et qui sont reliées à, à, oui, à tout ce qui peut être représenté dans notre monde physique, mais aussi dans tous les mondes invisibles. Ok. Accéder à ces informations signifie avoir accès à des informations sur le passé, le présent et l'avenir de toute chose ou personne? Oui, Oui. Tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? bah en fonction des champs dimensionnels et des lignes fréquentielles sur lesquelles on va se positionner, ben on va récolter de l'information en fonction de... Ça va plus vite que la lumière, hein, ça va à la vitesse de la pensée, même parfois plus vite. Mhm. Prochaine question. Y a-t-il une relation entre le karma et cette sorte de mémoire cosmique de nature éthérique? Non, oui ou en partie? Non, Non. Y a-t-il une relation entre le libre arbitre et la mémoire éthérique? Non, oui ou en partie? le libre arbitre et la mémoire éthérique, en partie. Quel genre de relation tu vois? En fait, à travers la partie subliminale, les informations sont communiquées à la personne physique, au libre arbitre de la personne physique. Euh, c'est comme ça que la communication se fait, en fait. Mhm. Et d'autres informations peuvent parvenir aussi par ce biais-là, hein, en fonction de la, la- la capacité d'ouverture et de compréhension de chaque personne. Mhm.
Les humains peuvent-ils se connecter à ces informations? Non? Bien Oui sûr, ou en partie? bien sûr. Comment? Par la pensée. Par la pensée, par la méditation, par les différents canaux, sensoriels, hem, qui leur permettent de recueillir différents types d'informations et chaque personne, en fait, a des potentiels différents, hein, de se connecter. D'abord, premièrement, il faut en avoir conscience que cette possibilité, leur est acquise, mais voilà, tout type d'information peut être recueilli dans ce grand champ informationnel. Que ce soit au niveau du passé, c'est ce qui explique aussi, comment on peut revenir sur, certaines vies, antérieures, qu'on puisse voir, dans l'avenir. Autre chose sur le comment se connecter à ces informations? Non. Non? Ok. Prochaine question. La chronique akashique ou mémoire akashique, dossier akashique, record akashique, document akashique sont des termes qui expriment un concept ésotérique répandu en Occident par la doctrine théosophique vers la fin du XIXe siècle. Perçois-tu une corrélation avec ce qui a émergé jusqu'à présent? Non, oui ou en partie? Ce qui a émergé jusqu'à présent, oui, ce sont les annales akashiques. C'est le grand tout informationnel, hein, cette Mhm. source qui concentre, l'intégralité de toutes les informations concernant, tout l'univers, sur toutes les lignes de temps. Alors quand tu me parles de ça, oh, je vois Elena Blavatsky, hein, je vois le visage d'Elena Blavatsky, Mhm. qui a beaucoup, ouais, elle a beaucoup, elle a beaucoup travaillé à cette recherche, de connaissances concernant la compréhension, de toutes ces informations. Elle a écrit beaucoup d'ouvrages, pour essayer de le rendre accessible au plus grand nombre, mais voilà, c'était des méthodes, qui étaient réservées à une partie, pas une partie de gens qu'on appelait des initiés. Mhm. Et donc, elle avait cette capacité, elle, en tant que médium, de projeter son âme, ou son esprit, dans ce champ informationnel, de se projeter même dans certaines bibliothèques, considérées comme des bunkers, celle du Vatican notamment, d'aller piocher toutes les informations qu'elle souhaitait dans les ouvrages qui sont colligés dans la grande bibliothèque du Vatican, entre autres. Mhm. Est-ce que tu vois, enfin, quel genre de corrélation perçois-tu ou visualises-tu par rapport, encore une fois, À à ces annales akashiques, exactement et les informations qui ont été données jusqu'à présent? que tout le monde peut, tout le monde avec un peu d'entraînement voilà, de méditation notamment, peut s'y rendre. Mais ouais, pour aller chercher des informations sur son parcours, sur ses différentes vies, sur le futur de de sa partie subliminale. Mhm. Autre chose? C'est comme une grande bibliothèque. Enfin, voilà, chacun le matérialise en fonction de ses croyances, de ses filtres, comme on disait tout à l'heure. Mais Mhm. Autre chose? non, Y a-t-il ou existe-t-il des interactions entre les humains et ces archives akashiques? Non, oui ou en partie? bah, je dirais en partie parce que c'est vraiment en fonction, de la volonté de chaque personne qui s'intéressera à son parcours ou aux informations qu'il souhaite, aller y chercher, que voilà, que les interactions vont pouvoir se faire. Heu, Maintenant ces annales akashiques, elles sont si reliées au grand tout. Mhm. Quel genre d'interaction tu vois, tu perçois?
Encore une fois, c'est des interactions informationnelles, hein, d'échange d'informations, enfin de recueil surtout d'informations, parce que ces annales akashiques, elles ont la capacité d'absorber les lignes informationnelles concernant tout ce qui fonctionne dans l'univers, hein, quel que soit le sujet, quelle que soit la population, quelles que soient les constellations, quels que soient les systèmes solaires. Ça, vraiment, tu peux tout y recueillir comme forme d'information. C'est Mhm. comme une immense bibliothèque qui concentre voilà, les connaissances universelles, mais pas uniquement de notre humanité, de tout l'univers. Tu veux rajouter quelque chose? Au niveau des interactions, ce sont des modes de communication. Moi, je vois des lignes chiffrées qui fusent en fonction de la manière dont on veut comprendre les choses. Mhm. Tu veux ajouter quelque chose? Non, ça. Ok. Dernière question du protocole. Y a-t-il des interactions entre les archives akashiques et des êtres non humains? Alors, je vois des petits humanoïdes Mm. qui sembleraient garder ces annales akashiques pour éviter que d'autres peuples voilà, puissent se saisir, comme voler les informations qui sont stockées, parce qu'elles sont destinées à servir la connaissance enfin, de l'humanité, mais également de tous les peuples de tout l'univers. Donc ils ont cette obligation, c'est leur job hein, de surveiller. Alors chaque culture, hein, notamment chez les humains, hein, dans certaines cultures, on les voit sous d'autres formes, hein. Mais en fait, ce sont des êtres humanoïdes destinés et fabriqués pour ça, quoi. Mhm. Ok. Tu veux rajouter autre chose? Ben, dans certaines cultures, il est dit que les gardiens de ces annales akashiques prennent différentes formes, qu'il faut, voilà, il y a un certain protocole à, il y a une procédure spéciale pour y accéder, voilà, comme pour montrer patte blanche, mais en fait, la simple volonté, la simple intention, à partir du moment où l'intention est pure pour aller y récolter des informations, ça fonctionne, tout le monde peut y avoir accès. Autre chose? Non. Non? Ok. Par rapport à la question qui était quel genre d'interaction tu vois entre les humains et ces archives akashiques? Avec ta simple pensée, cherche à regarder ce qui se passe lorsqu'un humain veut rentrer en contact avec les annales akashiques. Qu'est-ce qui se dessine? Qu'est-ce que tu vois? Tu veux bien me décrire ce que tu vois? Oui. En fait, hein, il faut qu'il ait l'intention de recueillir telle ou telle sorte d'information. Euh, l'information, euh, l'information passe par un espèce de sas de vérification et ensuite, de manière pratiquement quasi instantanée, il obtient l'accord d'aller recueillir l'information qu'il souhaitait obtenir et il peut s'y rendre, mais là, il est directement guidé à l'endroit où se trouve cette information. Il ne peut pas aller chercher ce qu'il veut comme information. Une fois que sa conscience est dans ces annales akashiques, il peut pas circuler comme il veut, en fait. C'est une scène que tu vois qui se déroule sous tes yeux. Oui, Donc tu me parles au tout début, il voit quelque chose et il émet la pensée en fait, d'avoir accès à quelque chose? c'est ça, il émet l'intention de recueillir tel type d'information.
de manière quasi Saurais-tu instantanée. percevoir quel type d'information il cherche à recevoir dans cette scène? Là, c'est une personne qui cherche une information sur son parcours de vie antérieure. Mhm. Ok. Tu disais ensuite l'information va dans un sas Il y a comme un espèce de passage, pour euh, l'information, c'est ça? oui, en Mhm. fait, simplement qui va lui permettre, l'information va atterrir à cet endroit de Mhm. manière quasi instantanée. On va diriger cette pensée ou cette intention, son objet, à l'endroit exact où se situe la réponse à cette. Quand tu dis on Voilà. va diriger, qu'est-ce que tu vois? On va C'est comme, diriger. c'est comme une grande matrice, hein, ils ont l'information, C'est qui il? le champ informationnel. Mhm. En fait, moi, je vois que les annales akashiques, elles sont reliées sur le même, enfin, quasiment sur le même plan que le grand tout, Mhm. le- ce grand champ unifié, ce champ informationnel, hein. Ça fait partie ça fait partie de ce grand tout, en fait. Mais c'est simplement, ce serait comme une annexe Mhm. qui disposerait de toute la connaissance universelle, si tu veux. Et quand quelqu'un a besoin ou souhaite recueillir une information, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être un chercheur qui a besoin d'informations voilà, pour des mathématiques ou enfin, voilà, des équations scientifiques, ben, il va émettre l'intention. Ça va passer par c'est comme une espèce de boîte aux lettres qui va diriger cette intention, ce souhait, exactement à l'endroit où il doit chercher l'information. Pour pas qu'il Et se... Alors, ensuite, qu'est-ce que tu vois après ce sas, justement? ben, l'information, la pensée ou l'intention se dirige exactement à l'endroit où elle doit pêcher l'information qui ensuite lui arrive. Donc après ce sas, elle a accès à cette information. Oui, exactement à l'endroit où elle se situe. Ok. Alors, il y a deux aspects. Il y a pour pas que l'information, enfin pour pas que la partie subliminale ou l'intention de rechercher cette information bien précise ne se perde, c'est tellement immense. C'est vraiment pour que ça puisse aller à son but, droit au but quelque part et recueillir l'information exacte. Et surtout au niveau de la rapidité, tu vois, que Mhm. ça ne se disperse pas. Et aussi parce qu'il y a des informations qui ne les concernent pas, quoi. Mhm. Et tu disais que parfois certaines informations, en revanche, ne pouvaient pas être communiquées, transmises. Tout dépend de la thématique de l'information. Par rapport aux informations que tu vois qui ne peuvent pas être transmises, quel type d'informations ne peuvent pas être transmises? Si tu Des isoles. informations qui appartiendraient encore à des personnes vivantes. Tu peux préciser? Ou un exemple? Si tu as un exemple, qu'est-ce que tu vois? Des parcours de vie, des recherches, tout ce- des informations qui auraient attrait à des personnes qui sont en cours de vie, en cours de recherche. Mhm. C'est comme si, après, est-ce que l'information est juste? Est-ce que Ne réfléchis pas, dis-moi ce qui te vient, qu'est-ce que tu perçois, quelles sont les images, les ressentis. C'est ça. c'est surtout des images en fait? Très bien. Je vois Mhm. des chercheurs actuels qui, Sur le plan physique, tu es ou sur le plan éthérique? sur le plan éthérique, Mhm. Des chercheurs. je vois leur partie éthérique en fait qui réalisent des recherches. Mhm. Et donc, tant que ces recherches ne sont pas abouties et que c'est comme si elles enfin, leurs recherches à eux, qui sortent de leur pensée, c'est comme si elles leur appartenaient. Ou alors, c'est plus que le fait que comme c'est pas abouti, l'information, elle sera pas distillée tant que soit la personne n'est pas décédée, soit tant que la personne ou les chercheurs n'ont pas terminé leur recherche.
C'est comme si il y avait comme une attente de, une fois que c'est terminé, ça vient prendre sa place dans ces annales akashiques et après, elles sont à la disposition de qui en a besoin, de qui fait la recherche, de qui en Autrement émet les dit, si je te suis, il y a une information en construction, elle ne fait pas partie, elle ne vient pas, elle ne devient pas archive akashique tant qu'elle n'est pas finalisée, C'est c'est ça? ça. Et je vois que lorsqu'elles sont finalisées, c'est comme des petits cubes, des petites boîtes, des milliers de petits cubes et de petites boîtes qui viennent prendre leur place dans une espèce de matrice gigantesque. Mhm. Et tout ça sous forme de, d'informations chiffrées. Mhm. Ok, ok, ok. En fait, Et c'est de la physique, hein, tout ça. C'est en fait, c'est comme l'informatique, là, le fonctionnement d'un processeur informatique, ça fonctionne à peu près pareil. ok. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, ça va. Non. Tu me parlais d'Elena Blavatsky tout à l'heure. Oui, Tu veux bien à nouveau me décrire ce que tu perçois? oui. En fait, Elena Petrovna Blavatsky, c'était la grande championne d'aller recueillir des informations dans les annales akashiques et, euh, et un peu partout, mais principalement dans les annales akashiques. Mais elle a eu accès, elle a eu un accès privilégié par son canal médiumnique à ces annales akashiques, ce qui lui a permis de retracer l'histoire de notre humanité. Est-ce que tu peux me décrire comment elle a eu accès à ces annales akashiques? Comme si de l'extérieur, tu pouvais regarder comment elle s'y prenait, comment elle faisait. Oui, Qu'est-ce que tu vois? alors, elle se mettait à une table, Mhm. elle se mettait à une table et elle commençait à réfléchir à, à certains thèmes et ensuite les informations lui venaient de manière, ouais, canal médium, quoi. Mhm. Pardon, euh, Qu'est-ce que tu vois? oui, en fait, elle les recevait en tant que médium, c'est ça, oui. Mhm. Mhm. Et ensuite, elle écrivait, quoi. Elle écrivait, elle écrivait, elle Et si écrivait. tu regardes sur le plan éthérique, qu'est-ce que tu vois? Alors, sur le plan éthérique, euh, en fait, elle avait cette capacité de projeter sa conscience, c'est sa conscience, sa partie subliminale qui avait un accès privilégié, qui pouvait recueillir toutes sortes d'informations dans ses annales akashiques. Elle avait la capacité de décoder toutes ces informations chiffrées, en fait. Avant que ça lui parvienne, ça lui arrivait sous forme appréhensible par les humains, quoi. Tu veux, Mhm. c'est ces espèces de codes, ces codes numériques qui concernent tout le fonctionnement de l'univers, ça lui arrivait déjà transcrit. Elle n'avait plus qu'à le transcrire, enfin qu'à le rédiger. Mhm. Et Ok. en fait, ça lui a permis de mettre toutes ces informations bout à bout et de décrire l'histoire universelle de notre humanité terrestre, Mhm. qu'elle a complétée par... elle se promenait en fait, sa partie subliminale se promenait partout où des écrits anciens, ésotériques, occultes, pouvaient lui apporter de l'information sur l'histoire de l'humanité. Donc, elle a pu envoyer sa conscience partout elle se retrouvait au Tibet. Et alors, ce qui est marrant, c'est que euh, sa partie subliminale était suffisamment bien connectée à sa partie physique, puisqu'après, elle organisait systématiquement un voyage pour aller vérifier les informations. Un voyage pour aller vérifier les informations? Oui, ou en tout cas ce qu'elle pouvait vérifier dans la partie physique. Mhm.
des informations qu'elle recueillait dans sa partie éthérique, enfin dans l'éther, dans l'astral. Ok. Donc elle a fait le tour du monde, hein, plusieurs fois, au Tibet, en Inde, aux États-Unis. Vraiment, Mhm. elle a beaucoup voyagé. Ok. Prends le temps de te déconnecter. Mm. Déconnecte-toi. Reviens à toi, tes énergies. J'ai une autre question. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Tu es déconnecté? Mhm. Bien. Par rapport aux manières pour les humains de se connecter à ces informations, tu me parlais pensée, méditation. Absorbe l'information, continue de regarder par quels moyens ils peuvent se connecter. Vois-tu d'autres choses? Alors, je vois je vois des êtres qui font l'intermédiaire. Mhm. Tu veux bien me décrire ce que tu vois? Je vois comme des êtres qui se présentent sous l'aspect d'êtres de lumière, Mhm. qui eux ont un accès, enfin voilà, comme ils viennent de la source, ils ont cet accès illimité, ils servent d'intermédiaire. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui pensent, oui, bon, en même temps c'est plus ou moins réel, mais qui pensent qu'ils ont un guide, voilà, qui sont aidés par des guides, par des anges ou des archanges. Mais en fait, ce sont des êtres qui, voilà, ça- ils apportent ce type d'informations qu'ils vont chercher, mais eux aussi dans les annales akashiques, pour les servir à, à certaines personnes qui passent par eux euh, pour recueillir certaines informations ou certaines capacités aussi. Autrement dit, certains humains vont passer par eux pour avoir accès à des informations. Oui, C'est ils pensent que l'information leur est servie directement par ces êtres, mais en fait, ces êtres, eux, ils passent également par les annales akashiques et la source. C'est Mhm. relié, hein. Enfin, quand je dis la source et les annales akashiques, c'est une dimension de la source. Mhm. Et c'est leur volonté de passer par eux pour avoir accès aux informations? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la connaissance de pouvoir ou la capacité, ou enfin, il pourrait y avoir accès directement, hein, mais peut-être qu'à travers leurs croyances, ça ça les tranquillise ou ça les sécurise de se dire que ils ont un être soit de lumière ou enfin on peut les appeler de différentes manières, hein, qui leur donne l'information. Ils pensent d'ailleurs que cette information elle leur est directement délivrée par ces êtres, alors que ces êtres eux vont chercher l'information dans ces annales akashiques. Est-ce qu'il y a des informations qui ne sont pas accessibles pour une raison ou pour une autre À ces êtres, à celui qui cherche des informations? ben Qu'est-ce qui te vient spontanément? Oui, non, en partie. après, ce qui me vient, c'est que en fonction de l'intention, si l'intention est noire, Mhm, ça peut être ralenti, mhm, mais malgré tout, tu as des personnes, t'as des personnes qui ont des intentions très très négatives, euh, qui, euh, qui savent comment s'y prendre pour avoir accès à ces annales akashiques. Même si, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même ces gardiens, hein, ces espèces de petits humanoïdes qui essayent de. Mais bon, à partir du moment il y a voilà, où les personnes ont la procédure, ça peut passer. et la procédure, comment tu la vois, cette procédure, dans les grandes lignes? Mm. Passer par une information, une intention entre guillemets
louable, on va dire, si je peux dire Mhm. ça comme ça. Mhm. Et les gardiens ont-ils ce rôle aussi d'isoler les... À quoi servent ces gardiens? En fait, ils sont plus là pour pour empêcher une forme de piratage global des informations qui sont contenues, comme ça a Ok. pu, comme certaines tentatives ont pu avoir cours par le passé dans l'histoire de l'univers. Tu as des informations sur ces tentatives de piratage qui ont eu lieu? À quoi ça ressemble? Moi, je vois des vaisseaux, en fait, Mhm. d'entités très négatives qui ont tenté de s'emparer justement euh, de, de ces mémoires universelles qui appartiennent à l'univers, Mhm. mais que ça n'a jamais fonctionné, en fait, hein. Autrement dit, tu les sens, tu les vois, comment tu les vois faire? Comment procèdent-ils? Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Sont-ils Comme arrêtés? un piratage informatique, c'est des hackers. Mhm. C'est une forme de hacking qui tente de pirater les informations, puisque ce sont des informations de type numérique, hein. Mhm. Sauf que c'est tellement bien conçu que ça a jamais fonctionné. Mais si tu regardes, si tu me décris la scène, Mm. sont-ils arrêtés? Comment sont-ils arrêtés? Pour Il y a comme pouvoir il y bien. a comme un bouclier énergétique qui empêche, Mm. ça fonctionne pas. Ça Mm. Ça va, Laurence? Oui? Oui, Ok. Ok, ok. Et les gardiens interviennent-ils? non. Non? Non, c'est la source elle-même qui produit ce bouclier énergétique qui est surpuissant en fait. Mhm. Ok. Tu perçois une conscience à la source? Oui. Ok, ok, ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Voilà que n'importe qui peut aller chercher de l'information pour comprendre euh, voilà soit son parcours de vie Mhm. soit pour produire une certaine forme de connaissance même des connaissances nouvelles. ça me dit que Ça me dit que voilà, pour tout ce qui concerne le champ de connaissances qui doit servir l'évolution de l'humanité, euh, tout le monde peut venir se servir. Et d'ailleurs, plus il y aura de monde qui aura conscience de cette capacité à venir euh, se servir ou demander à connaître certains champs disciplinaires, il y aura de gens, plus ça va aller vite et plus l'éveil des consciences et l'évolution des champs de connaissances ira vite et plus ça pourra servir la lumière enfin, pour l'humanité, en tout cas pour notre humanité terrestre. Voilà ce que ça me dit. Ok. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, c'est bon. Non? Ok. Prête à rentrer? Oui, Ok. Déconnecte-toi, Laurence, tu te déconnectes complètement. Complètement déconnecté et tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Tu es bien déconnecté? Oui, Ok, parfait. Reviens à toi, à tes énergies propres. Prends le temps pour toi. Je te fais un décompte de 5 à 1? Oui? Ok. Je vais prendre le temps de compter de 5 à 1 et toi, tu vas prendre le temps pour toi pour réharmoniser tes énergies, monter tes fréquences au niveau parfait et idéal pour toi. Je commence avec le 5 dans tes énergies propres. Laisse les énergies circuler pleinement dans tout ton espace, dans tout ton corps, dans tout ton être. Laisse-les circuler complètement, librement et pleinement. Et tu peux moduler tes fréquences.
4. Tu peux les moduler au niveau parfait, idéal pour toi, de manière à te sentir parfaitement bien dans ton espace. Ressentir le bonheur, la tranquillité, la sérénité, la joie, tout ce qui te fait sens à toi. 3. À mesure que tu t'apaises, te tranquillises dans tes propres énergies et que l'énergie circule parfaitement, profites-en pour laisser ton corps physique se régénérer, comme si toutes les cellules de ton corps pouvaient se régénérer parfaitement bien. 2. Commence à ressentir à nouveau ton corps, tes muscles. Commence à ramener du mouvement, à reconnecter avec tes articulations, à avoir envie de bouger. Voilà, très bien. Et quand tu es prête tu peux ouvrir les yeux. Bonjour. Bonjour Laurence, comment vas-tu? Super. Ah, beau voyage. Intéressant comme voyage. Oui, 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 oui. Comment tu te Super. sens toi? Au Parfaitement niveau de bien. tes énergies, t'es bien? Parfaitement bien, ouais. Ok, Je voyais chacune de mes cellules gigoter comme des petits nuages bleus. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois. Mais super, bien, parfait. super. Oui. Alors merci Laurence pour ta participation Merci Gaëlle. et je te dis à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura,
potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine,
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.